Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On se retrouve aujourd'hui en direct de Bali. Je pense qu'on entend d'ailleurs la nature derrière. Je suis avec Aurélia, mon amie Aurélia, qui va se présenter, qui va nous dire un petit peu ce qu'elle fait. Elle adore, elle a trop de rire parce qu'elle adore cette question. Alors Aurélia, mieux connue sous le nom de Aurélia Lova, avec qui je vais parler notamment de féminité et de sexualité aujourd'hui, donc un épisode un petit peu différent d'habitude. Alors Aurélia, tu es arrivée à Bali en février, non? Quelque chose comme ça? En mars, ouais, début mars. Ok, et tu es spécialisée dans quoi? Parce que c'est vrai, moi quand je t'ai rencontrée, je crois que je te l'avais dit, je pensais que t'étais dans le yoga. Mais en fait, t'es pas vraiment dans le yoga, t'es plus dans la féminité. J'ai vu que t'avais un programme avec l'œuf de Yoni, etc. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu plus de cet œuf et de ce que tu proposes dans ton programme? Alors déjà pour revenir un peu sur ce que je suis à la base j'étais coach sportive en France et je suis partie, j'ai voyagé en Australie, je me suis intéressée au yoga et je suis revenue à Bali essentiellement pour ça, je voulais faire la formation de yoga et finalement avec le Covid, voilà, les plans ont changé entre guillemets et il y avait quelque chose d'autre qui m'intéressait et qui me permettait aussi d'évoluer moi personnellement dans ma vie de femme, c'était justement tout ce qui était en rapport avec la sensualité, avec le fait de se connecter à son corps de femme, tout simplement à découvrir, à accepter son corps de femme et à découvrir la sexualité féminine. Du coup, j'ai décidé de mettre un outil en place pour toutes les femmes qui sont dans le même cas que moi, à travers justement la pratique des œufs de Yoni. Voilà, c'est une pratique qui permet justement de découvrir son corps différemment, d'un aspect plus doux, d'une façon plus sensuelle finalement, et qui permet également finalement d'améliorer ses orgasmes, d'améliorer sa sexualité, sa confiance en soi, d'améliorer tout ce qui est en rapport avec tout ce dont nous ne sommes plus connectés aujourd'hui, quoi, tout simplement. Et est-ce que tu peux juste, ma petite parenthèse avant qu'on commence sur les questions, les sujets de discussion, mais je suis très curieuse justement de l'œuf de Yoni. Qu'est-ce que c'est? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles, de femmes là qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cet œuf? Je crois que donc c'est une forme d'œuf généralement et c'est des pierres, des cristaux, je sais pas trop. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors justement, ouais, ce sont des œufs en forme des pierres en forme d'œuf, en cristal comme tu dis, donc il y a différents types de cristaux. Tu peux retrouver du quartz rose, tu peux retrouver de la jade, de la jaspe rouge. Il y a plein de types différents de cristaux. Et l'objectif c'est de choisir celui qui te correspond le plus par rapport à ce que tu veux améliorer toi dans ta vie de femme, dans ta vie en général. Donc l'objectif c'est de le mettre forcément dans le vagin et de faire un travail finalement de contraction. C'est un peu comme les boules de geisha, sauf que l'objectif de l'œuf de Yoni c'est aussi de travailler sur tous les traumas internes, travailler sur le développement personnel, on va dire, et tout en améliorant justement les orgasmes et la santé générale de notre vagin et de notre plancher pelvien. Je vais te poser une question qu'on a dû te poser beaucoup de fois, et peut-être que les personnes qui nous écoutent se posent aussi cette question. Est-ce qu'il y a un risque de perdre l'œuf à l'intérieur? Je te jure, moi c'est vraiment le truc je me suis dit mais attends, tu mets l'œuf et après, tu vois, c'est comme les tampons. Oui. Tu sais, on a toujours un peu cette angoisse quand on met un tampon de se dire mince, si le tampon il s'en va tout en haut, comment je le récupère? Voilà, c'est impossible de perdre l'œuf, à moins que tu le mettes dans le mauvais trou. Et encore, je pense pas que tu puisses te tromper. Mais en gros, tu as le vagin. Voilà.
entre le vagin et l'utérus, tu as le col de l'utérus, et ce col-là, on connaît en général quand tu accouches. Enfin, on entend souvent dire les femmes qui accouchent ont 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts d'ouvert du col de l'utérus justement. Donc le seul moment où ce col-là s'ouvre, c'est lors de l'accouchement. Donc lorsque tu insères ton œuf, le plus loin qui puisse aller, c'est justement au niveau de ton col de l'utérus, et il ne passera pas, c'est impossible. J'aimerais parler avec toi, commencer en parlant de cycle menstruel, et on parlera juste après justement d'aménorrhée parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. On en avait aussi beaucoup parlé, tout ce qui est déséquilibre hormonaux et comment justement retrouver son cycle menstruel naturel. Mais la première chose que je voulais te demander, c'était le lien en fait qu'il y avait entre les cycles menstruels et le cycle lunaire. On en a encore beaucoup parlé de ça, mais on dit souvent que on retrouve ses règles, enfin qu'on a nos règles au moment de la pleine lune, par exemple. Est-ce que c'est, dis-moi, je dis peut-être des bêtises, mais est-ce que tu peux justement expliciter un petit peu autour de ce sujet-là? Alors pour moi c'est 100% vrai. Finalement, puisque de la même manière que la lune, le cycle de la lune dure environ 28-29 jours, le cycle menstruel lui aussi dure plus ou moins 28 jours. Donc ça va dépendre en fonction des femmes, c'est pas toujours vrai. Parfois le cycle dure un peu plus longtemps, parfois un peu moins longtemps, mais il agit finalement un peu comme le cycle de la lune. Donc ce moment où l'énergie monte, on va dire, donc dans la phase par exemple pré-ovulatoire, nous allons avoir beaucoup plus d'énergie. C'est un peu comme juste après la nouvelle lune, on va avoir cette énergie entre guillemets montante. Après la phase de l'ovulation, où nous sommes dans une phase qui est très très intense, où on a envie de voir les autres, de rencontrer les autres, etc., de partager, une libido aussi qui est beaucoup plus accrue. Lors de la pleine lune, en général, nous sommes beaucoup plus excités aussi. Tu vois, souvent on le dit, c'est la pleine lune là, ça va pas. T'as vraiment ce côté où t'as une énergie assez forte. Et après, de la même manière, le cycle menstruel redescend en termes d'énergie, on va dire, un peu comme la lune, donc la phase décroissante de la lune. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez similaire finalement. Il n'y a pas de vérité lune rouge ou lune blanche. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est quand tu as tes règles au moment de la pleine lune. Donc ça, c'est la lune rouge, ou alors au moment de la nouvelle lune. Ça va dépendre des phases de ta vie. Si tu es en phase de lune rouge, c'est que tu as énormément d'introspection à faire, tu dois te recentrer un peu sur toi, c'est quelque chose que finalement l'univers t'envoie et te dit ok, prends du temps pour toi, laisse, essaye de travailler sur toi-même, cherche les choses, enfin voilà, un vrai moment d'introspection. Alors que si tu as tes règles en lune blanche, c'est un moment dans ta vie où tu es porté vers l'extérieur. Tu as peut-être besoin d'avancer dans ta vie professionnelle, amoureuse, tu as ce besoin de partage, tu as ce besoin de découverte. Voilà. Donc il y a beaucoup de liaisons. Mais c'est encore propre à chacune d'entre nous. Et justement, par rapport à ce lien avec la lune, est-ce que tu penses que c'est que les femmes incarnent la lune, donc physiquement incarnent la lune, ou est-ce que c'est plutôt la lune qui énergétiquement a un impact sur les cycles menstruels des femmes? Je pense que c'est vraiment une question d'énergie. Finalement, la femme, on a, en tant que femme, on a effectivement une énergie féminine très forte, naturellement présente en nous. Et je pense que cette énergie féminine représente justement la lenteur, la douceur, la compréhension. Et c'est un peu finalement comme la lune. La lune est très lente. Enfin, c'est un cycle qui est très long finalement. C'est pas comme le soleil. Le cycle solaire se fait en une journée. Un peu comme le système hormonal des hommes d'ailleurs, qui se fait en une journée. Nous, il nous faut du coup notre système hormonal sexuel, je parle bien, 28 jours pour se faire, alors que l'homme juste une journée. Et je pense pas que, si finalement l'intensité de la lune, l'énergie de la lune est tellement forte que forcément elle impacte notre cycle, mais c'est vraiment une question d'énergie universelle finalement.
Et selon toi, c'est mieux de suivre ces cycles menstruels en se calquant sur les cycles de la lune ou d'utiliser, tu sais, ces applications qu'on connaît tous, notamment, je crois qu'il y en a une assez connue qui s'appelle Clue, ce qui te permet vraiment de traquer tes symptômes, etc. et de savoir quasiment avec certitude à quelle date tu vas avoir tes règles. Alors c'est une très bonne question puisque finalement, pour celles qui n'ont pas leurs règles, justement, pour celles qui ont des aménorrhées, il est plus important de suivre le cycle par rapport à la lune, parce que c'est un très bon guide, finalement. En revanche, pour celles qui ont leurs règles et qui ont un cycle très régulier, je conseille pas forcément de suivre directement via une application parce que on est moins attentif à notre corps. L'objectif, c'est de suivre ses propres sensations, tous les signes que notre corps nous envoie. Autant physique qu'émotionnel. Ces moments où on va avoir des petites douleurs ici, là, ces moments où on va avoir justement plus de motivation, moins de motivation, tous ces moments où émotionnellement on va être plus sensible, où on va vouloir être plus donner plus à l'autre. Il y a plein de petits signes au quotidien qui sont à 100% reliés à notre cycle. Donc moi je conseille, pourquoi pas l'application pour commencer, juste pour visualiser plus ou moins quand sont nos règles et quand est notre ovulation, mais vraiment prendre le temps d'écouter son corps et de noter tous les jours par exemple, ok aujourd'hui jour 1 c'est le début des règles, je me sens fatiguée, j'ai besoin d'être seule, jour 14 là j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de voilà, donc vraiment prendre le temps de suivre, d'écouter son corps. Donc là, si demain, tu vois, j'ai envie de suivre mon cycle menstruel avec en me calquant sur le cycle de la lune, où est-ce que je trouve, où est-ce que je trouve les infos en me disant, voilà, telle phase de la lune, je suis censée entre guillemets ressentir ça, etc. Est-ce qu'il y a des trucs sur internet, des choses, des sources que tu peux recommander? Il existe un livre, La Lune rouge, de qui je ne sais plus. Je suis très nulle pour retenir les noms. On retrouvera et on mettra en description. Voilà, la lune rouge qui peut donner beaucoup d'informations. Et encore une fois, je pense qu'il faut suivre son intuition, puisque comme je disais, parfois on peut être réglé sur la lune rouge ou sur la lune blanche. Donc faut pas hésiter à faire ses propres petites recherches, même sur internet, il y a énormément de blogs finalement et de femmes qui s'y intéressent de plus en plus. Et voilà, tout est possible de trouver très facilement quoi. Tu parlais donc d'aménorrhée, on va passer sur ce sujet-là. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que l'aménorrhée et quelles sont les origines de l'aménorrhée? Alors, simplement, c'est le fait de ne pas avoir ses règles, plus ou moins, plus de 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être à quelques années. Et les causes sont, on va dire, variables. Il y a le stress. Enfin, un stress très intense peut perturber les hormones sexuelles et faire en sorte que les règles n'apparaissent plus. Il y a le fait d'avoir des contraceptions, forcément, le fait d'arrêter certaines contraceptions, le fait d'être en surpoids, de ne pas être en bonne santé, on va dire, et le fait aussi d'être en sous-poids. Et de quelle manière justement on a ce lien entre j'ai presque envie de dire la masse graisseuse en fait du corps, parce que on sait que le gras c'est important dans le cycle hormonal des femmes, et la perte de règles. Justement, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que la synthétisation des hormones sexuelles sont faites à partir du gras, du fat, et plus précisément du cholestérol. Donc c'est vrai que pendant des années, on nous a fait croire que le gras était à bannir de notre alimentation, et notamment pour toutes celles qui ont des problèmes de TCA, peu importe, des problèmes avec l'alimentation, avec leur corps en général, souvent ne se nourrissent pas assez de gras, et ça peut très clairement poser problème au niveau du cycle menstruel. Et quand tu as une aménorrhée, est-ce que c'est réversible? Est-ce que tu as la possibilité de retrouver ton cycle menstruel et de façon régulière, de façon saine, et de quelle manière? Alors de quelle manière, j'ai envie de te dire, je pense que ça dépend toujours de l'origine. Si t'es en sous-poids, ça va être peut-être sûrement une prise de poids. Si t'es en surpoids, peut-être une perte de poids, etc. C'est très important de donner du temps à son corps. Je pense. La première chose, c'est de pas vouloir être trop pressé. À partir du moment où on prend conscience qu'il y a quelque chose finalement qui va pas, on n'a pas de règles, c'est pas normal, et qu'on a cette conscience-là, on va commencer à s'intéresser, à écouter son corps et à agir
pour faire en sorte que ça revienne à la normale. Et souvent, lorsqu'on on a plus nos règles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis très longtemps, quelque chose qu'on fait mal pour notre corps depuis très longtemps. Et de la même manière que ça prend du temps à être amélioré, ça peut aussi prendre du temps à retrouver ses règles. Donc il faut juste simplement faire confiance à son corps, s'écouter et voilà, faire les choses les plus saines finalement pour son corps. Surtout que l'aménorrhée, c'est quand même un bon signal, je pense, du corps de la femme pour te dire, attends, et là, il y a quelque chose qui va pas, tu vois, genre, prends un moment, remets-toi en question, remets en question ton quotidien, qu'est-ce qui fait que potentiellement t'as perdu tes règles. Ça, je trouve que c'est assez incroyable, au final, le corps de la femme. Ouais, c'est assez fou et ça peut aussi montrer qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas encore aligné. Tout simplement, le fait d'être une femme, le fait d'avoir un corps de femme. Euh, voilà, ça prouve que quelque chose est finalement à régler et c'est pas forcément négatif puisque ça peut amener à prendre conscience de plein de choses, à découvrir beaucoup de choses sur son corps. Tu parlais justement des moyens de contraception qui peuvent être liés du coup à une aménorrhée. Je suis assez curieuse de parler un petit peu quand même de ce sujet avec toi parce que pour ma part, je me rappelle, j'avais pris la pilule quand j'étais plus jeune. C'est une pilule hormonale et je trouve que ça a un impact aussi bien physique que mental qui est assez, je trouve, désastreux sur le corps de la femme. Moi j'ai arrêté, quand j'ai arrêté c'était dur parce que je pense que pendant 1 an, tu vois, j'ai eu des symptômes physiques, toujours des nausées, l'envie de vomir. J'ai même eu des phases où j'étais vraiment dépressive, quoi. Je déprimais sans savoir pourquoi alors que tout allait très bien dans ma vie. Et quand j'ai arrêté, malgré le fait que c'était micro-dosé, donc ça m'a mis 1 an à peu près, tu vois, à me débarrasser des effets secondaires, à retrouver un cycle normal, etc. Et depuis, j'ai jamais repris de pilule. Et tout ce qui est, tu sais, de toute façon, je pars du principe que si tu fais rentrer des hormones qui sont pas propres à ton corps de base, pour moi, c'est néfaste. Donc je veux bien ton avis un peu sur la pilule, le stérilet aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont des stérilets, donc il y a les stérilets en cuivre, il y a les stérilets hormonaux, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors, par rapport aux contraceptions hormonales, on va pas se mentir, c'est ça clairement ça coupe le cycle naturel, on va dire. À partir du moment où tu mets une hormone dans ton corps, qu'elle soit microdosée ou pas, finalement, ton corps va être en alerte, comme si tu étais au quotidien enceinte. Tu vois, donc c'est quand même assez gros finalement. Donc cette toute petite hormone va envoyer ce signal-là et va te dire ok, tu peux pas avoir d'enfant. C'est très bien, c'est ce qu'on veut finalement en tant que femme quand on prend une contraception, c'est pour ne pas tomber enceinte. Sauf qu'automatiquement, on se déconnecte de tous nos sens, on se déconnecte de l'écoute de soi et de notre cycle. Donc voilà, je pense que en plus de tous les effets négatifs qu'il y a physiquement, tous les effets secondaires, tous les dangers qu'il y a par rapport à la contraception hormonale, mentalement c'est aussi quelque chose qui dérègle complètement et qui nous coupe de toute de notre réalité quoi, de la réalité de notre physique. Donc je conseillerais à plus personne de prendre une contraception hormonale et j'irais même plus loin en disant que pour toutes les femmes qui ont des soucis qui sont entre guillemets un peu plus graves, tels que l'endométriose, tels que les ovaires polykystiques, c'est des femmes généralement qui ont directement, on leur donne directement la pilule. Il y a énormément de solutions naturelles, énormément partout. Ça prend toujours encore une fois du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'écoute, mais il y a des solutions tout à fait possibles qui vont régler le problème à la source. En ce qui concerne le stérilet au cuivre, on va dire que c'est une bonne alternative pour toutes celles qui ont peur, qui ne se sentent pas de suivre leur cycle menstruel. Puisque finalement, n'avoir aucune contraception veut dire avoir des risques de tomber enceinte. Finalement, ça demande de la conscience et de l'écoute de soi, encore une fois. Le stérilet est positif par rapport à ça. Ensuite, je dirais qu'il est assez, si on parle en termes d'énergie, avoir quelque chose dans son bas du ventre, au niveau de ses ovaires, c'est quelque chose qui est très traumatisant et qui peut créer des traumatismes, des blessures internes et de garder des traumas et créer des tensions aussi. Donc autant mentalement que physiquement.
Surtout que je m'étais intéressée justement au stérilet à un moment, j'en avais parlé avec ma gynécologue, etc., qui m'avait complètement en fait dissuadée de le faire, surtout avant 30 ans, parce que elle m'avait expliqué que si tu mettais un stérilet avant tes 30 ans et que tu voulais avoir des enfants après, t'avais des risques en fait de pas pouvoir avoir d'enfants, tout simplement parce que ça crée des dommages, mais au-delà de ça, moi après j'avais regardé des trucs, tu sais des avis, des filles qui avaient mis des stérilets et le simple fait, j'ai envie de te dire entre guillemets, l'opération de mettre le stérilet est hyper violente en fait. Genre, il y a des filles qui tombent dans les pommes, il y a des douleurs énormes. Enfin, moi j'avais pas du tout envie de mettre un stérilet une fois que j'avais lu tout ça, quoi. Bah moi, pour te dire, j'ai mis le stérilet il y a quelques années, stérilet au cuivre. Alors, la pause et le retrait s'est bien passé, honnêtement. Par contre, j'ai eu des douleurs atroces pendant mes règles. J'avais des règles longues de 10 jours. J'avais des douleurs dans le bas du ventre, des tensions. J'avais l'impression que c'était des contractions. Enfin, c'était vraiment une mauvaise période, hein. J'étais blanche tout le temps, j'étais fatiguée tout le temps, voilà, pas du tout en forme, quoi. Donc, forcément, je ne conseille pas, mais c'est toujours mieux qu'une contraception hormonale. C'est vrai que en fait on vit dans une société moderne. En fait, on nous pousse au final à utiliser ce genre de choses et à se dire que voilà, il faut utiliser un moyen de contraception, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu ce côté à prôner, tu sais, toutes les choses très naturelles. Au final, tu parlais de suivre son cycle menstruel avec le cycle de la lune, etc. Et pour moi, ok, on est une espèce qui a évolué au fil du temps, mais on est quand même des espèces naturelles. On vit sur Terre. Et je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que la connexion à soi, l'écoute de son corps et comment justement tu peux te connecter à toi pour faire ce lien avec la mère nature, tu vois. Moi j'ai ce truc, je sais pas, je me dis, on a la possibilité en fait justement, et je pense aussi le yoga aide à ça, à se reconnecter à l'essentiel, à se reconnecter à soi, pour retrouver justement cette écoute du corps et comment en fait je suis liée de façon vraiment très forte avec la nature. Et je pense que notre fonctionnement, il est lié au fonctionnement du monde, tu vois, de la Terre, de la planète, etc. J'avais posé quelques questions sur les réseaux sociaux et je trouve que ça peut être chouette de vraiment répondre directement à ces questions. Donc ça aborde un petit peu les différents sujets qu'on vient de voir. La première question, comment atténuer les SPM et les changements d'humeur? J'ai un stérilet en cuivre. Bon, déjà, j'aimerais parler des SPM. Il y a des choses qu'on veut parfois renier dans nos SPM, alors qu'elles sont là pour nous guider. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des syndromes. Pour moi, les syndromes, c'est les choses qui deviennent problématiques, les douleurs qui sont trop intenses, les sensations de dépression profonde, tu vois. Mais sinon, pour moi, les SPM, souvent, je les associe à des signes prémenstruels. C'est-à-dire des petites douleurs qu'il y a au niveau du ventre, ça nous permet du coup de savoir où on est. Ok, on est là, on a un peu moins d'énergie, c'est le moment pour calmer un peu la cadence et commencer son travail entre guillemets d'introspection, ne pas se forcer à aller vers le monde. Pour ce qui est des douleurs qui sont très fortes, là c'est un signe finalement que quelque chose ne va pas quelque part. Alors, il existe des solutions naturelles pour réduire les douleurs, on va dire, comme le curcuma par exemple avec l'amande poivrée, le gingembre. Il existe aussi plusieurs plantes comme le gâtillier. Il existe plein de solutions, mais il faut voir, se déconnecter un peu et regarder d'un aspect, un peu plus loin. Et qu'est-ce qui peut provoquer ces douleurs-là? À moins que ça soit vraiment quelque chose de précis au niveau de ton utérus et de tes ovaires. Là, c'est encore autre chose. Mais pour moi, les signes prémenstruels te guident dans quelque chose. En ce qui concerne tes humeurs, c'est la même chose. Il faut pas essayer de contrer si tes humeurs sont un peu plus down, que tu te sens un peu plus faible, un peu plus, voilà, tu t'autocritiques, c'est pas grave. C'est un moment justement pour te dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Ok, ça va pas. Je suis pas mauvaise, je suis pas mal. C'est juste ça ne va pas. Et j'ai l'intuition, je peux ouvrir les yeux et mettre un doigt sur ce qui va pas pour pouvoir changer tout ça.
Surtout que je trouve, au final, les signes prémenstruels, tu en parles, en fait, c'est la capacité en fait d'exacerber en fait notre réalité, que ce soit nos émotions ou tu vois nos sentiments, ce qu'on peut ressentir. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, tu vois, moi, je dirais en fait, faut pas chercher à les atténuer. Or, bien sûr, peut-être les douleurs physiques qui sont vraiment pas tenables, mais tout ce qui est émotionnel, je pense que c'est important de rester chez toi si tu peux rester chez toi ou prendre du temps pour toi pour te reposer, mais surtout écoute en fait ce que ton corps t'envoie comme émotion et ce que tu peux comprendre en fait derrière. Ouais, il faut pas essayer de se dire c'est pas normal, je suis pas normal et s'auto-flageller. C'est un signe, c'est là pour te guider, je le répète encore. Tes émotions sont là pour toi, pour aller mieux, pour avancer. Ouais, je pense aussi en plus, tu sais, on est dans une société où tu vois, enfin, tout ce qui nous coupe en fait de notre routine d'aller au travail, de sortir, de machin et tout, c'est presque quelque chose qui ne devrait pas être, tu vois. Et que du coup, tu vois, il y a cette question qui ressort, genre comment je peux atténuer ça pour reprendre ma vie comme je l'avais. Mais en fait, non, ça fait partie de la vie de la femme. Et je pense que c'est important en fait de les accueillir et de les écouter tout simplement. C'est exactement ça quand on parle de pouvoir féminin. Le pouvoir est parfois dans le négatif et là, en l'occurrence, les émotions négatives sont notre pouvoir finalement. Souvent, ça parle pas quand on parle de pouvoir, mais vraiment, on est dedans. Et si tu as ce pouvoir-là de ressentir ce qui ne va pas, c'est le moment d'embrasser et d'accepter et d'avancer. J'ai une question à présent sur l'orgasme. On m'a demandé, est-ce qu'il existe vraiment différents types d'orgasmes et comment optimiser son orgasme? Il existe différents types d'orgasmes. Oui. Et il existe un organe qui a été créé pour ça chez la femme. Son seul objectif au clitoris, c'est de prendre plaisir. Après, il existe plusieurs manières de le stimuler. Ça, c'est une certitude. En fait, chaque orgasme est dû finalement à la contraction rapide du périnée et à la stimulation du clitoris. Mais il y a plusieurs endroits dans ton corps où tu peux les stimuler. Donc tu as le clitoris externe, on va dire. Voilà. Comme la plupart des femmes, on dit souvent tu es clitoridienne ou vaginale. L'orgasme vaginal n'existe pas réellement. C'est la stimulation des points qui est à l'intérieur qui va venir faire vibrer en fait finalement le clitoris, puisque le clitoris est quand même aussi interne. Donc oui, il existe aussi plusieurs types de stimulation. La stimulation donc externe, la stimulation interne du point G. Il y a un point aussi un peu plus haut. Et il existe un orgasme, une stimulation qui est très féminine, qui est très yin puisqu'elle demande énormément de temps. C'est l'orgasme du col de l'utérus. Donc on en parlait tout à l'heure, le col de l'utérus, c'est ce qui sépare le vagin et l'utérus, pardon. Et avoir une stimulation très douce à ce niveau-là peut justement créer des vibrations, une énergie de plaisir qui peut amener à un orgasme très 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 intense. Et d'ailleurs, j'en parle pas mal dans la formation que j'ai créée Divine, qui permet justement de se reconnecter à tous les plaisirs féminins. Donc voilà. Donc, j'ai une question ensuite qui est de comment mieux connaître et vivre sa sexualité. Je pense que par cette question, elle entend comment juste peut-être plus s'épanouir, peut-être lié à la confiance en soi notamment. Je pense qu'on a beaucoup d'inhibitions en fonction de ses expériences, en fonction de son passé, etc. Et puis aussi parfois, pas forcément confiance en son corps, pas forcément confiance dans le fait de montrer son corps à nu. Donc comment justement arriver un peu à se séparer de ses inhibitions, à lâcher un petit peu toutes ces barrières et à vivre pleinement au final sa sexualité. Pour moi, la première chose, je pense, qui est importante à faire, c'est de prendre du temps pour soi et de commencer à se désinhiber pour soi-même. Donc prendre le temps de s'auto-désirer, prendre le temps de se découvrir soi-même, de se regarder, de s'apprécier, de se toucher, de se faire du bien.
commencer par faire des petits rituels qui ont pour but justement on va pas dire de reprendre à 100% confiance parce qu'il y a toujours plein d'autres facteurs qui varient sur la confiance en soi, mais en tout cas pour ta sexualité, il est important de prendre le temps de te toucher. Pendant très longtemps, j'étais moi-même déconnectée. On parle même pas forcément de masturbation, hein, mais juste le fait de masser son corps, de toucher, de sentir, de travailler finalement sa sensualité, ses 5 sens. Prendre le temps de se découvrir, de se faire du bien. Question qui suit, peut-être que ça va être lié en termes de réponse, mais on m'a demandé comment apprendre à gérer son énergie féminine. La gérer ou plutôt la vivre. Je pense que c'est peut-être comment arriver à trouver l'équilibre justement entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. Peut-être les femmes qui se sentent pas assez féminines en fait. Comment arriver justement à se sentir plus féminine en restant soi-même bien sûr. Alors il y a quand même une grosse différence entre l'énergie féminine et se sentir féminine, qui est la féminité finalement. Enfin, non, pas vraiment, mais il y a souvent, on a du mal à dissocier les deux. Pour vivre pleinement son énergie féminine, c'est finalement se donner le temps. On est beaucoup dans l'action tout le temps, toujours dans vouloir aller plus loin, apprendre plus, développer plus, gagner plus d'argent, avoir plus d'affaires, être toujours dans ce plus. Finalement, l'énergie féminine, si tu veux te connecter à ton énergie féminine, c'est de lâcher prise, de ralentir. De prendre du temps pour toi, de vivre dans le moment présent. Ça, c'est vraiment l'énergie féminine. Et ça peut se faire à travers des soins pour ton corps, des soins pour tes cheveux, des soins pour ton visage, je dirais pas le temps de te maquiller, le temps de te masser, mais oui, si t'as envie de le vivre comme ça, c'est important. Mais il faut aussi prendre le temps de ne rien faire et juste de, lâcher prise. En effet, je pense qu'il y a un amalgame entre féminité et énergie féminine. Il faut savoir que tout individu, qu'il soit né homme ou femme, a une proportion d'énergie masculine et une proportion d'énergie féminine. Des femmes peuvent avoir une énergie masculine qui va être peut-être un peu plus prédominante que leur énergie féminine, et des hommes en fait qui peuvent avoir une énergie qui pourtant sont très virils. Hein. J'utilise le terme, mais bon, je sais que les hommes aiment bien qu'on utilise le terme viril pour leur parler de masculinité, mais il y a des hommes en fait qui ont une réelle énergie féminine qui est beaucoup plus prédominante que d'autres hommes. Alors il y en a qui l'assument et il y en a qui l'assument beaucoup moins. Ouais, pour les femmes, c'est exactement la même chose, et j'ai pendant longtemps pensé que pour être équilibré parfaitement, il faut avoir autant d'énergie féminine que d'énergie masculine en soi. Mais finalement, je pense que la norme, la moyenne dépend de chacun d'entre nous. Donc il existe plusieurs personnes qui ont un peu plus d'énergie féminine et c'est ok. Des personnes qui ont un peu plus d'énergie masculine et c'est ok aussi. Il faut juste savoir rééquilibrer légèrement et travailler justement ce côté opposé pour pouvoir aussi physiquement vivre, être en bonne santé déjà physique et aussi mentale. J'ai une question concernant l'aménorrhée justement. On m'a demandé les cycles après une aménorrhée. La question, je pense, c'est une fois que tu as retrouvé tes règles, déjà comment faire en sorte que ce soit de façon régulière, parce que est-ce que tu retrouves vraiment une régularité parfaite de tes règles ou pas? Et même d'ailleurs, tu sais, je me demande, est-ce que les femmes qui n'ont jamais été en aménorrhée ont leur cycle de façon régulière toute leur vie? Non, je pense pas, et je pense même que c'est un plus finalement d'avoir été aménorrhée. Moi, j'ai été aménorrhée après l'arrêt de ma pilule pendant 4 mois, et le fait de pas avoir mes règles, de prendre le temps d'écouter mon corps, d'essayer de savoir, ah là je vais peut-être les avoir, là je vais pas les avoir, ah là c'est bizarre, j'ai l'impression d'être dans cette phase-là, de réfléchir, et ça m'a permis par la suite de me repérer beaucoup plus facilement. Donc je pense que c'est un plus. En ce qui concerne la régularité parfaite, je pense qu'elle n'existe pas. Le parfait n'existe pas, clairement. Et il y a toujours des phases où notre corps,
toujours des phases un peu différentes dans notre vie. Le stress, malgré tout, qui est présent, influe énormément. Le sport aussi. Il faut prendre le temps de respecter son cycle pour essayer d'avoir un cycle au maximum le plus régulier pour pouvoir le mieux se repérer et vivre le plus facilement. Donc au-delà de tomber enceinte ou pas tomber enceinte, c'est vraiment de vivre aligné finalement à son cycle. Et c'est ce qui finalement nous rend un peu plus confiante, je pense, parce que le fait de savoir, ok, là je me sens comme ça parce que je suis là, c'est normal, c'est appréciable, ça nous permet d'être plus alignés et plus heureuses finalement. En effet, le sport est considéré pour le corps, c'est un stress en fait, tu vois, c'est une pression que tu demandes à ton corps, beaucoup d'énergie, donc voilà, le sport peut en effet avoir un impact sur ton cycle menstruel. Justement, je te pose la question parce que souvent, en yoga, on dit aux femmes quand elles ont leurs règles de pas faire des inversions. Alors moi, je sais que ça m'a jamais posé problème, peu importe où je peux être de mon cycle, je peux faire absolument tout. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet, entre le lien entre le yoga justement et le cycle menstruel? Je pense de la même manière que le sport en général, c'est qu'on a appris à faire du sport d'une manière masculine et forcément c'était mon métier. Je donnais beaucoup d'heures de sport dans l'année, par semaine, par mois, et ça m'a jamais dérangé. Au contraire, le corps est capable de choses incroyables. Plus tu vas lui demander, plus il va faire et plus il va être capable. Mais je pense que là c'est vraiment une histoire de conscience qui doit prendre le dessus et de se dire ok, même si j'en suis capable, même si j'en ai peut-être un peu envie par habitude et par finalement le fait de vouloir se pousser, tu vois, l'énergie masculine qui est là en nous, qui nous dit allez vas-y fais-le, ça va le faire, ça va te faire du bien, finalement ça fait pas forcément toujours du bien. Et même si on le sent parfois, il faut laisser aussi la possibilité à son corps de pas le faire pour voir comment il réagit, comment il récupère, comment il avance. Surtout que tu dis, on a la sensation que ça fait du bien, mais ça fait du bien à quoi? Tu vois, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à la fierté, ça fait du bien à quoi, tu vois, de cette dépensée? Est-ce qu'au fond de toi, t'avais vraiment envie de faire une activité physique? J'aimerais terminer avec une dernière question que je trouve très intéressante. Donc on m'a demandé par rapport à la libido, une personne qui a une libido très irrégulière, comme si on pouvait finalement se passer de rapports sexuels. Donc comment l'expliquer, comment rééquilibrer tout cela? La libido est très reliée au cycle menstruel. On a des moments où on a un peu plus de libido que d'autres moments, pardon. On a la libido aussi qui est différente. Il y a des fois on va avoir une libido qui est très intense, parfois beaucoup plus spirituelle, parfois voilà. Et il faut pas se mettre de pression, premièrement. Je pense que la pression ça bloque. Il est possible aussi, en fonction du stress, en fonction de ta contraception, en fonction de ton quotidien, de ta vie quotidienne, que ta libido descende un peu. C'est un signe de fatigue, finalement. Donc, si tu es dans une phase où tu n'as pas de libido, c'est pas grave, il faut juste respecter ce moment-là et prendre un peu de repos. Ensuite, en termes de... Est-il possible de vivre sans rapport sexuel? Je pense que oui. Encore une fois, il n'existe pas de norme. Il y a des personnes qui ont besoin de moins de rapports en règle générale. Et la différence qu'il y a, c'est le désir qu'ils ont aussi dans leur esprit. Si toi, ton esprit finalement recherche et aimerait avoir une libido un peu plus forte, un peu plus intense, ça peut finalement montrer que tu n'es pas forcément asexué, bien que les asexués ne sont pas mal, mais les asexués peuvent vivre sans relation, sans problème, comme ils peuvent vivre avec des relations sexuelles sans problème aussi. Mais là où je veux en venir, c'est que si ton désir, toi, interne, mental, est de procurer à ton corps un désir qui se développe aussi physiquement, c'est quelque chose que tu peux, j'irai pas travailler, mais prends le temps déjà de te désirer toi-même avant de vouloir partager un moment avec quelqu'un d'autre. Prends le temps, voilà, d'augmenter ton énergie sexuelle et d'apprendre à savoir qu'est-ce qui fait plaisir à ton corps et qu'est-ce qui augmente ton désir sexuel justement.
Ouais, et puis enfin, je pense que du coup ça recoupe un peu avec ce qu'on disait un petit peu plus tôt, mais voilà, faut pas se mettre la pression en fait et se comparer en fait avec les autres. Il n'y a pas de normes en fait. Euh, et en effet, il n'y a pas besoin d'avoir des rapports tous les jours, enfin tous les mois. Enfin voilà, si c'est une fois par an, mais fine, c'est une fois par an si tu es satisfaite de ça et que voilà, en fait, l'important c'est que ça t'apporte quelque chose en plus à toi et que tu te sentes complète au final dans tes rapports, mais surtout ne pas se sentir obligée de quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme quand tu perds ta virginité, tu as tous tes amis qui perdent leur virginité, toi t'en as pas forcément le besoin. Moi j'ai perdu ma virginité plutôt très tard, par choix. Enfin voilà, je sentais pas le besoin en fait de perdre ma virginité plus tôt, mais il y a ce côté genre ok, toutes mes copines l'ont fait, donc il faut que je le fasse quoi. Donc voilà, surtout débarrassez-vous de ces chaînes que la société nous met en fait, tout simplement. Tu sais, je t'avais parlé d'un ouvrage No Period, Now What. Je voulais juste en parler dans ce podcast et en parler justement parce qu'on parlait beaucoup d'aménorrhée et je sais que j'ai reçu beaucoup de messages concernant l'aménorrhée, donc je sais que ça concerne beaucoup de personnes qui me suivent, peut-être vous qui nous écoutez et voilà, qui tombaient sur ce podcast. Il y a un bouquin sur lequel j'étais tombée donc qui s'appelle No Periods, Now What, et un site internet aussi qui est lié à ce bouquin. Il existe en anglais et je crois aussi en français, je ne suis pas sûre. Et il y a aussi un groupe de soutien sur Facebook avec plein de filles en fait qui échangent sur leur expérience avec l'aménorrhée et notamment avec l'aménorrhée hypothalamique. Donc voilà, je voulais juste parler de cette petite source d'information. Merci beaucoup Aurélia pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir échangé avec moi aujourd'hui. Merci à toi d'avoir pris ce temps de découvrir cet aspect-là de ta féminité. Et merci à vous justement d'avoir eu cet intérêt, d'avoir envie de vous reconnecter à votre féminité. Je vous mettrai également en description toutes les informations pour découvrir le programme de Aurélia sur l'œuf de Yoni pour se reconnecter à sa féminité et sa sensualité. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.